when you were 7 years old, your father went off to prison, convicted of murder. Tell me how you feel today, what the story is today. Well, he is in prison right now for the killing of a federal judge. I think that it was not a fair trial, especially because the guy who supposedly hired my father to commit the murder was later acquitted. You said once that you thought that your father was a CIA operative. Yes? Yeah, he was. How do you know? What proof? See, I shouldn't get into this right now. Okay. This is where we're going to get into trouble. Charles Harrelson, le père de Woody Harrelson, donc, était un tueur à gages qui dans sa vie a tué plusieurs personnes, dont un juge, John Wood Jr. en 1979. Il aurait aussi supposément travaillé pour la CIA et a même avoué en 1980 être l'auteur du fameux tir qui a mortellement touché le président Kennedy. Et en regardant cette interview le mois dernier, je me suis dit, quels sont les liens entre les acteurs, actrices, réalisateurs et le crime au sens large du terme, parce qu'il y en a forcément, ce qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo. Chez Woody Harrelson, par exemple, le casier judiciaire est maigre. Il a juste été arrêté en 1982 pour avoir dansé à poil dans la rue. Mais vous allez voir que pour d'autres, l'historique est lourdement chargé. Bienvenue dans Split. Thank you. I'm thrilled. Thank you. Yeah. I'm happy to be in California, although I'm a little upset with this avocado thing. I mean, everywhere. It's avocado this, avocado that. Everybody, you want an avocado with that? I don't see. I'm just buying a shirt. I don't see the reason why. Avant d'être Santa Claus dans Super Noël ou la voix de Buzz l'éclair dans Toy Story, Tim Allen était un stand-upper au tout début de sa carrière. Et avant d'être stand-upper, Tim Allen était tout bonnement trafiquant de drogue. Dealer de quartier d'abord, avant de gravir les échelons et de fournir une bonne partie de l'état du Michigan. En 1978, après avoir été de longues semaines sur écoute, il se fait arrêter dans un aéroport avec un demi-kilo de cocaïne sur lui. Le problème, c'est qu'à cette époque, l'état du Michigan venait tout juste de voter une loi visant à enfermer à perpétuité n'importe quel individu possédant plus de 650 grammes de cocaïne. Alors avec un demi-kilo, c'était définitivement prison à vie pour Tim Allen. Sauf qu'un deal fut passé entre lui et le juge, à savoir balancer tout le monde pour une réduction de peine. Tim Allen balança alors 20 noms en tout, permit leur arrestation et purgea au final 2 ans de prison et 4 mois. Pour la petite histoire, c'est derrière les barreaux qu'il prit conscience qu'il était drôle à force de faire rire les surveillants. C'est donc là-bas qu'est née sa vocation. Alors dans ce premier chapitre, je vais me concentrer sur les méfaits liés à la drogue et à l'alcool, parce qu'en vrai, ça représente 80% des casiers dans le milieu du cinéma. Autre acteur qui a connu la prison, et lui pendant hyper longtemps, c'est Danny Trejo. Danny Trejo que j'ai croisé il y a quelques mois à Los Angeles dans la rue, et le gars était hyper gentil. C'est trop marrant parce qu'on croise ces gars-là comme ça, alors évidemment on les voit quelques instants, mais il était trop gentil quoi, c'est trop difficile d'imaginer ce type hyper gangster, 11 ans de prison, etc. alors que c'était une crème quand je l'ai vu. Car la prison, il l'a connue dès l'âge de 12 ans dans un pénitencier pour mineurs et plus tard également une fois majeur. En tout et pour tout, Danny Trejo a passé plus de 11 ans en prison dans sa vie pour trafic de drogue, vol et violence sur un garde durant une émeute au sein de la prison. Là-bas, il a même traîné avec le fameux Charles Manson qui selon lui avait des talents d'hypnotiseur, ce qui fait qu'avec ses compagnons de cellule, il l'utilisait à leur avantage. Et la prison, il l'a souvent raconté en interview. Because you gotta understand, the toughest guy in prison is the guy with the most knives. If I've got 5 or 6 guys with knives, you're dead. And I'm not gonna fight you. I mean, Mike Tyson, I talked to Mike Tyson. Mike Tyson says, shit, nobody care how tough you are in prison. He said, I'm the toughest guy in the world. 4 inches of steel will take care of me. Scariest thing in prison is a short Mexican in tennis shoes with a big knife. Because he can stab you and run fast. La prison, Robert Downey Jr. y a également eu droit, car complètement dépendant à la coke et à l'héro. Après plusieurs arrestations, un juge l'envoya en prison pour 3 années en 1999. Robert Downey Jr. n'en fit qu'une, avant de s'en sortir, en partie grâce à son ami Mel Gibson. Mel Gibson qui lui aussi a son mugshot, mais cette histoire on se la réserve pour plus tard parce que le prochain Tabs lui est réservé et ça sort dans pas longtemps. Prison également pour l'actrice Michelle Rodriguez qui en 2006, en plein tournage de Lost à Hawaï, a conduit en étant complètement chargée à l'alcool et à la drogue. La peine a été plutôt clémente, à savoir travaux d'intérêt généraux, mais le problème c'est que Michelle Rodriguez ne s'est pas du tout présentée le jour J. Résultat, au final, 180 jours de prison pour elle. Très mauvais move de sa part. Dans la famille Baldwin, maintenant, je vais parler du frère Daniel qui a un casier très chargé, principalement pour vol de voiture. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est en travaillant cette vidéo que j'ai appris que Grand Theft Auto était une expression anglaise. C'est comme pour nous, je sais pas, vol à la tire par exemple. C'est comme si GTA s'appelait vol à la tire, VAT. Pourquoi pas?
Daniel Baldwin a donc été plusieurs fois arrêté pour Grand Theft Auto, mais aussi pour consommation de coke en 1998. Et en vrai, c'est un peu marrant parce que la police l'a arrêté dans un hall d'hôtel à New York, alors qu'il était à poil, en train de courir en rond et crier son nom en boucle, à savoir Baldwin. Baldwin, Baldwin, Baldwin. Je vous laisse imaginer la scène. Dans le même genre, en 1999, une dame âgée appela la police afin de se plaindre d'un voisin jouant du bongo en boucle toute la nuit. La police se déplaça, cogna à la porte. Pas de réponse. Alors la porte fut défoncée, et derrière, ils trouvèrent Matthew McConaughey, à poil encore une fois, complètement coqué et en sueur, en train de jouer du bongo frénétiquement. Au final, il reçut une amende de seulement $50. Autre méga star à avoir été souvent arrêté par la police, Keanu Reeves. D'abord en 1993 pour conduite sous alcool, il s'est craché contre un lampadaire, en 97 pour une baston dans une boîte de nuit et en 98 pour possession de marijuana. Et des acteurs et des actrices qui ont eu le droit à leur mugshot pour des histoires de drogue et d'alcool, il y en a eu pas mal. J'ai une liste sous les yeux, il y a Kiefer Sutherland qui a fait 48 jours de prison pour plusieurs conduites en état d'ébriété. J'ai aussi Lindsay Lohan pour possession de cocaïne et attaque sur un policier en 2007. On a Yasmine Bleeth qu'on connaît pour Alerte à Malibu, qui a eu 100 heures de TIG, travaux d'intérêt généraux, pour conduite sous cocaïne. On a Joel Osment qui a été si mignon dans Forrest Gump et il s'est craché contre un mur complètement bourré en 2006. On a Joshua Jackson, Pacey dans Dawson, complètement ivre, qui a frappé un mec de la sécurité durant un match de hockey. D'ailleurs, on peut voir son mugshot qui portait un maillot de hockey à ce moment-là. On a Josh Brolin bourré dans la rue, Mickey Rourke conduite sous alcool, Vince Vaughn baston dans un bar en étant alcoolisé, Reese Witherspoon conduite en état d'ivresse, Shia LaBeouf sous alcool qui provoque une baston dans une pharmacie, Macaulay Culkin contrôlé par la police avec de la marijuana sur lui, ou encore Misha Barton pour conduite sous alcool et sous drogue. Et à ce sujet, j'ai une anecdote très tabzienne puisqu'en 2008, je vivais à Montréal. Et un soir, je vais dans une boîte de nuit avec des potes, je crois que c'était pour un anniversaire. Je vais aux toilettes, la porte n'était pas cadenassée. Qui jouait à l'intérieur? Misha Barton, je la reconnais tout de suite, en train de se prendre un immense rail de coke. Du coup, je suis méga gêné. Je m'excuse, et elle me regarde et elle me fait « Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vois pas que je suis aux toilettes, etc. » Et moi je lui dis « It was open. » Et là elle me fait « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous? Casse-toi de là !» et tout, elle me défonce. Et voilà, l'anecdote s'arrête ici, Misha Barton m'a chié dessus pour un rail de coke. C'est la fin de l'anecdote, que je trouve quand même assez croustillante. Voilà, ce premier chapitre se termine sur cette histoire, on enchaîne avec le chapitre 2, avec des histoires assez diverses et un peu inclassables. Et je vais commencer avec la plus improbable des histoires, celle concernant Frank Sinatra. Il existe un seul mugshot de lui, celui-là datant de 1938. Arrestation qui lui a valu quelques jours de prison, et la raison est folle. Il a couché avec une femme après lui avoir promis qu'il allait se marier avec elle. Et dans le New Jersey, en 1938, ça, c'était un délit. Si tu faisais miroiter à une meuf le mariage juste pour coucher avec elle, tu finissais en prison. Autre histoire maintenant qui a lieu cette fois en 1995. Nous sommes à quelques jours de la sortie du film 4 mariages et un enterrement et Hugh Grant, épuisé par plusieurs jours de promo à travers le monde, roule sur Hollywood Boulevard. Et là, à un feu rouge, il aperçoit une prostituée. Lui qui dans ses films a l'air si sage et timide se dit « Bon allez, pourquoi pas ?» Il fait monter la prostituée, se gare un peu plus loin et lui demande une FE2LATION si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, elle s'exécute, mais le problème c'est qu'une brigade de flics était juste derrière en filature. Garde à vue direct, mugshot qui a fait le tour du monde, $1180 d'amende et 2 ans de travaux d'intérêt généraux pour exhibition en public. La prostituée, quant à elle, Divine Brown, s'en est très bien sortie puisqu'elle a touché $1 million pour raconter toute l'histoire en interview. Voilà, cette histoire c'est un peu Pretty Woman mais version glauque. Sans transition et rien à voir, un acteur et une actrice qui ont été arrêtés pour le même délit maintenant, Dennis Hopper et Heather Locklear qui ont tous les deux commis un délit de fuite suite à un accident. Dennis Hopper a eu une amende de $250 plus 20 minutes de prison, la peine la plus courte de l'histoire. Quant à Locklear, 6 mois de TIG pour avoir en plus conduit en sens inverse sur l'autoroute. Prison également, mais pour une durée plus longue, pour Sean Penn qui en 1987, lors du tournage du film Colors, a complètement pété les plombs en frappant très violemment un technicien sur le plateau. Résultat, 33 jours de prison sur une peine de 60 jours. Et la prison, c'est un endroit qu'a côtoyé assez longtemps l'acteur Wesley Snipes. Je l'ignorais avant de me pencher sur cette vidéo, mais il a grave fait son temps. Wesley Snipes is December 9th. By noon, he has been ordered to report to prison in Pennsylvania or risk additional criminal charges. In 2008, Snipes was found guilty in Ocala of failing to file income taxes for a 3-year period in which he earned just under $40 million. His sentence, 3 years in prison. Wesley Snipes a donc fait 3 ans de prison en tout, dont 1 année avec bracelet électronique chez lui,
après avoir tenté de cacher les 40 millions de dollars gagnés entre 1999 et 2004. Et pour clore ce chapitre, voici l'acteur possédant à son actif le plus d'arrestations par la police, Martin Sheen avec 67 gardes à vue. Et la majeure partie de ces arrestations ont eu lieu suite à des manifestations puisque Martin Sheen est l'un des activistes les plus connus aux États-Unis. Donc dès que quelque chose lui paraît injuste, comme une nouvelle loi ou l'implantation d'une centrale nucléaire quelque part, il se déplace et souvent ça finit au poste. Et pour clore cette vidéo, je vous propose le dernier chapitre, qui est le plus sérieux puisqu'on va aborder les tentatives de meurtre et les condamnations pour meurtre. Hello. I'm great. I just feel like, you know, I've spent my life trying to live up to a projected image, and, you know, I think I just lost myself and I made some mistakes, and I'm just in the process of cleaning the mess up and taking responsibility for that. And through this time, I've just kind of learned a lot about myself, and just realized a lot of things about myself, and I want to take the necessary actions now to clean up the mess and become as much a part of the solution as opposed to the problem. Cette vidéo que vous venez de voir date de mars 1998 lors de la sortie de prison de Christian Slater. Et ce que j'ai appris en écrivant cette vidéo, c'est que cet acteur, que j'aimais bien au demeurant, est en fait un vrai salaud. Son casier est méga chargé. En 89, conduite en état d'ivresse. En 96, il tabasse sa meuf et la laisse agonisant dans une chambre d'hôtel. En 97, il entre de force dans un avion privé avec un flingue chargé. Et en 2005, alors que dans la vidéo qu'on vient de voir, il disait avoir compris de ses erreurs, il récidive en agressant sexuellement une clocharde dans les rues de Los Angeles. Voilà, en gros, maintenant, je verrai plus trop Romance de la même façon. Je savais pas vraiment où mettre Christian Slater parce qu'il a un casier méga chargé, il aurait pu être partout. Maintenant, chronologiquement, on va aborder les acteurs ou actrices qui ont failli tuer, qui ont tué sans faire exprès et qui ont tué sciemment. Et une des histoires qui m'a le plus marqué, c'est celle de Mark Wahlberg. En me renseignant un peu plus sur son passé, j'ai appris qu'il avait été condamné par 2 fois pour crimes haineux et à caractère raciste, en plus de tentatives de meurtre. La première fois en 1986, après avoir lancé des roches sur des élèves afro-américaines, en plus d'utiliser des propos extrêmement racistes envers elles. It was a hate crime, and that's exactly what should be on his record forever. And for him to want to erase it, I just think is wrong. Et la deuxième fois en 1988, après avoir sauvagement tabassé 2 jeunes d'origine vietnamienne, en laissant un entre la vie et la mort, jeune homme qui, au final, survécut mais qui perdit un œil. Tout cela accompagné également d'injures racistes. Condamné en 1988 pour tentative de meurtre à plusieurs mois de prison, Mark Wahlberg essaye depuis et discrètement de faire effacer ce casier judiciaire dérangeant. Il s'est plusieurs fois confondu en excuses ces dernières années. The first opportunity that I had to apologize was right there in court when, you know, all the dust had settled and I was getting shackled and taken away. And certainly, you know, I've made sure that I paid my debt to society and, you know, continue to try to do things to make up for the mistakes that I've made. Dans un genre différent mais avec des similitudes, on a Will Smith. En 1989, un an avant qu'il soit mondialement connu avec le Prince de Bel-Air, il s'embrouille violemment avec le boss du label de musique dans lequel il est signé. Excédé par ce clash, il ordonne quelques heures plus tard à son garde du corps de défoncer William Hendrix à la sortie du bureau. Le problème, c'est que le bodyguard n'y va pas de main morte et laisse pratiquement pour mort le type qui est désormais aveugle à 80%. Pour cette histoire, Will Smith passa une soirée en prison avant d'être relâché pour insuffisance de preuves. Maintenant, il y a ceux et celles qui ont un mort sur la conscience et pour ces 3 acteurs et actrices, c'était évidemment indépendant de leur volonté. Matthew Broderick, on le connaît pour Ferris Bueller, War Games, Lady Hawk, Godzilla ou encore l'Inspecteur Gadget. Ce qu'on connaît moins, c'est cette terrible histoire qui s'est déroulée en Irlande du Nord en 1987. En vacances là-bas quelques semaines après le tournage de Ferris Bueller, il monte en voiture une nuit avec sa compagne de l'époque, Jennifer Grey, qui n'est autre que bébé dans Dirty Dancing. Globalement fatigué par la cadence des tournages et le décalage horaire, il oublie complètement qu'on roule à gauche au Royaume-Uni. Machinalement, il roule donc à droite et percute violemment une voiture frontalement. Dans cette voiture se trouvent une mère et sa fille, tuées sur le coup. Jennifer Grey sera quant à elle légèrement blessée, tandis que Matthew Broderick se réveillera le lendemain à l'hôpital avec les jambes et les côtes fracturées, le poumon perforé et aucun souvenir du crash. Après plusieurs mois de procès, il sera simplement condamné à une amende de 175 $, une parodie de justice selon les propos de la famille des victimes. Pareille mésaventure est arrivée au réalisateur John Huston, qui nous a offert des chefs-d'œuvre comme Le Faucon Maltais ou encore Le Trésor de la Sierra Madre, et qui en 1933, à l'âge de 27 ans, renversa mortellement une femme, avant d'être jugé plus tard innocent. Encore plus dramatique, Rebecca Gayheart, actrice qu'on a vue dans Scream 2, Urban Legend ou encore la série Beverly Hills, enleva la vie à un enfant de 9 ans suite à une erreur de conduite. De la même façon que John Huston, elle fut déclarée innocente, mais sa carrière prit un sacré coup après cet événement. Et enfin, Lane Garrison, qu'on connaît surtout pour Prison Break, renversa mortellement en 2007 un jeune homme de 17 ans seulement. L'acteur était sous l'emprise de l'alcool et fut condamné à 2 ans de prison. Sacrée ironie du sort pour ce mec. Alors, je réalise,
C'est vraiment là en filmant que je réalise que c'est pas du tout ambiance Noël ce que je vous propose comme vidéo cette année, mais maintenant faut aller au bout et on va terminer cette vidéo avec 3 acteurs et actrices qui ont pour le coup réellement tué sciemment. J'en ai trouvé 3 dans l'histoire, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est les 3, pas les plus connus, mais en tout cas les plus explicites. Et voilà, on termine là-dessus. Et je commence avec une actrice très peu connue, Faye DeWitt, qui en 1965 transperça le corps de son ex-mari, Ray Allen, de plusieurs coups de couteau. Il fut par la suite prouvé que c'était de la légitime défense, puisqu'elle venait de se faire fracasser le crâne contre un mur par ce dernier. Depuis, elle a poursuivi sa carrière et a joué des petits rôles dans des séries comme Arabesque, Crazy Ex-Girlfriend, Dr House, The Office, et a même doublé un personnage dans le jeu Red Dead Redemption en 2010. Histoire plus connue maintenant, et encore que, celle de Gig Young. The winner is Gig Young. Cet acteur, que vous venez de voir remporter l'Oscar en 1970 pour On achève bien les chevaux de Sidney Pollack, était à l'époque un acteur très respecté dans la profession. Également détenteur d'un Golden Globe, il a à travers les années été plusieurs fois nommé dans ces 2 prestigieuses cérémonies. Mais 2-3 ans plus tard, après l'Oscar, sa carrière a commencé à battre de l'aile. S'en est suivi la dépression et l'alcool jusqu'à commettre l'irréparable. Le 19 octobre 1978, dans une chambre d'hôtel de New York, il s'empare d'un revolver et tire à 5 reprises sur sa femme avant de retourner l'arme contre lui. Aucune lettre n'a été laissée et encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il a commis ce crime. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec O.J. Simpson, qui dans une première vie a été un brillant joueur des Bills de Buffalo, avant de se reconvertir acteur en jouant dans des très bons films comme La Tour Infernale, Capricorn One ou encore 3 Y a-t-il un flic de 1988 à 1994. 1994 qui sonne la fin de sa carrière cinématographique, puisqu'il s'est retrouvé accusé du meurtre de sa femme, Nicole Brown Simpson. Alors, je vais pas revenir en détail sur cette affaire puisqu'elle est archi connue, de sa fuite sur l'autoroute au procès archi médiatisé avec la fameuse scène du gant, jusqu'à l'annonce controversée de son innocence. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette affaire, je vous conseille le documentaire O.J. Made in America. C'est de loin le meilleur docu que j'ai vu dans ma vie, c'est tout simplement brillant. Si j'ai voulu terminer avec O.J. Simpson, c'est d'abord parce que c'est l'histoire la plus connue, et aussi parce que récemment je suis tombé sur une vidéo que je n'avais jamais vue, et qui est tout simplement hallucinante. Quelques mois après son acquittement, O.J. reçoit une équipe de tournage chez lui, et fait une blague vraiment douteuse à la présentatrice. Et c'est sur cet extrait lunaire qu'on va se quitter, vous allez voir. À bientôt pour un nouveau Split. After we finished filming, O.J. said to me that he had a surprise for me, and I genuinely was surprised. I think it was his idea of a joke, and this is it.